the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through. Salut à tous, c'est encore le Patriote éclairé. Bon, on se retrouve toujours pour l'entretien commentaire d'actualité des mois d'octobre-novembre, partie internationale, 4ème partie. Je pense que vu le nombre de sujets que j'ai à traiter, il y aura une 5ème partie. Bon, là on est la avant-dernière partie si j'ose dire, et nouveau sujet. Donc, toujours politique internationale. Je pose mon stylo, je regarde ma petite feuille, qui est une feuille, hein, oui, c'est juste des notes pour les sujets, hein, je ne lis pas ma feuille, mais c'est juste... des repères. Bon, alors voilà, nouveau sujet, grand retour de l'Iran sur la scène diplomatique internationale. Assad, Daesh, Syrie, nucléaire iranien. Là, c'est un sujet que je voulais traiter rapidement, qui est un sujet global, hein, qu'on a vu, ça s'est pas passé comme ça, du jour au lendemain, du mois d'octobre, je peux pas le détailler, je peux pas le dater exactement, mais on voit depuis un an, j'ai lu là dans des très bonnes revues de géopolitique récemment, voilà, le grand retour de l'Iran, donc de la Perse, hein, de la Perse éternelle. Tout à l'heure, je parlais de la Turquie qui se rêvait en Empire Ottoman, qui se rêve ce rêve de grandeur à travers une mythification et une nostalgie d'un glorieux passé. De l'Empire, bah pour l'Iran c'est pareil. Il y a véritablement le grand retour de l'Iran sur la scène diplomatique internationale, l'Iran qui redevient une grande puissance régionale, voire internationale, pour tous les sujets clés, c'est un peu comme Poutine, hein, et qui, voilà, avec le mythe, et qui n'est pas un mythe, d'ailleurs, la nostalgie de la Grande Perse, puisque l'Iran est un mot qui est apparu dans les années 30, je crois, 1934 ou 35 pour désigner la Perse, mais jusque dans les années 30 on parlait de la Perse. Même que la Turquie, on a commencé à parler de la Turquie à partir de Mustafa Kemal dans les années 20-30, avant on parlait de l'Empire Ottoman. Bon, ça c'est une petite précision sémantique qui a son intérêt pour une profondeur historique, mais pour parler un peu de l'Iran, oui, grand retour de l'Iran sur la scène diplomatique et internationale, c'est-à-dire que l'Iran est réintégré dans le concert des nations, et dans le concert des nations internationales, mais surtout, le retour de l'Iran, je voulais dire, sur la scène diplomatique internationale, est comme grande puissance régionale, ce qui est deux choses. Grande puissance régionale, donc l'Iran redevient une grande puissance régionale et un acteur majeur de la région, c'est-à-dire Moyen-Orient, en gros, Moyen-Orient sur tous les sujets. Hein. Bon, conflit israélo-palestinien, bien évidemment, on connaît le point de vue et la position tranchée et radicale de l'Iran sur le conflit israélo-palestinien et plus globalement israélo-arabe, comme on disait. Bon, le soutien au régime de Damas, à Bachar al-Assad, en Syrie, donc le soutien à Assad à travers la milice chiite, qui est le bras armé du Hezbollah, qui est le Hezbollah, le bras armé de l'Iran, qui est le Hezbollah, qui est donc le Hezbollah, qui est cette milice chiite, qui n'est pas totalement islamiste, mais une milice chiite islamiste, un islamisme chiite, bah oui, ça existe aussi, pas que de l'islamisme sunnite, qui est le bras armé d'intervention de l'Iran, voilà, sur tous les sujets. Donc soutien à Assad en Syrie et au régime de Damas, au légalisme. Lutte contre Daesh, on voit très bien que là j'en parlerai après, la constitution d'une grande coalition contre Daesh, une grande coalition mondiale et internationale contre Daesh, devra impliquer bien évidemment les Occidentaux, même s'ils ont un peu foutu le bordel, et bien évidemment aussi les puissances régionales, Turquie, malheureusement Arabie Saoudite, Qatar, Iran, bon, Syrie de Assad, et Irak, et bon, d'autres, hein, Jordanie, mais pour les grandes puissances régionales, hein, qui sont d'ailleurs souvent non arabes, hein, ce qui est intéressant. On parle souvent du monde arabo-musulman, du Moyen-Orient comme un substitut du monde arabo-musulman, mais il se trouve que les grandes puissances, et aujourd'hui, les grandes puissances régionales, qui n'ont d'ailleurs jamais cessé d'être, mais aujourd'hui les grandes puissances régionales de demain dans le Moyen-Orient, ce sont des puissances non arabes. Hein. Israël, donc un État juif, donc pas du tout un pays arabe, Israël, la Turquie, qui ne sont pas des arabes, et les Iraniens qui sont des Perses, donc qui ne sont pas non plus des arabes. Donc les trois grandes puissances régionales du Moyen-Orient sont des puissances non arabes, hein. Israël, Turquie, Iran, ce qui est intéressant, puisqu'on parle souvent du monde arabe-musulman, l'Iran étant un pays de culture et de perse, et donc n'étant pas un pays arabe, musulman mais pas arabe. Donc voilà le grand retour de l'Iran sur la scène diplomatique internationale, voilà le soutien à Assad en Syrie, la constitution d'une opposition violente à Daesh, l'Iran s'oppose à Daesh, ce ne sont pas du tout les... Et ensuite après Daesh, parce que Daesh j'en reparlerai, bien évidemment, le réchauffement des tensions diplomatiques entre... la fin des tensions diplomatiques entre les Américains, les États-Unis et l'Iran, et la réintégration de l'Iran dans le concert des
des puissances internationales avec la levée de l'embargo sans doute et du blocus à travers le dossier sur le nucléaire iranien. L'Iran va avoir accès au nucléaire. Donc voilà le grand retour de l'Iran sur la scène diplomatique internationale. Syrie, Daesh, nucléaire iranien et levée de l'embargo et du blocus, donc rapprochement avec les Occidentaux. Donc voilà, pour finir, grand retour de l'Iran sur la scène diplomatique internationale, tant comme une puissance régionale et un acteur fondamental dans la région du Moyen-Orient, mais aussi comme une puissance internationale. Donc notamment, surtout le rapprochement avec les Américains. On a vu ça que les Américains s'écartent de l'alliance avec les Saoudiens, s'écartent de l'alliance séculaire avec les pétromonarchies du Golfe pour se rapprocher de l'Iran, ce qui est intéressant. Donc voilà, j'en ai fini sur l'Iran, j'ai rien de plus à dire. Ensuite, autre sujet, le crash de l'avion russe dans le Sinaï. Daesh déclare la guerre à Poutine. Alors ça oui, petit sujet, j'en avais parlé avant quand j'avais parlé du crash de l'avion russe dans la zone turque et de l'accusation du sabotage ou de l'attentat terroriste de la part d'Erdogan et de la Turquie contre la Russie de Poutine. Mais la Russie de Poutine n'a pas seulement démêlé des tensions avec la Turquie d'Erdogan, mais bien évidemment avec Daesh. Ce qui est logique, puisque j'en reparlerai à la fin. Je vais aller vite sur Daesh parce qu'à la fin je vais l'aborder de manière un peu plus complète. On voit le front et la constitution d'un front et d'une grande coalition mondiale et internationale impliquant les puissances régionales, arabes et non arabes et les pays occidentaux comme les États-Unis et autres, contre Daesh. Le monde a déclaré la guerre à Daesh. Une coalition mondiale contre Daesh qui se monte avec donc la Russie qui a commencé à bombarder aussi Daesh. La Russie de Poutine a déclaré la guerre aux islamistes, aux terroristes à Daesh, en tant qu'organisation terroriste et islamiste majeure, bien évidemment, dans la région, qui pourrait déstabiliser le Caucase, le Sud-Caucase et à terme la Russie, parce que la Russie a des problèmes avec ses islamistes, je vais y revenir. La Russie combat les islamistes depuis 15 ans, depuis l'opération de Tchétchénie en Géorgie. D'ailleurs, bon, c'est assez musclé, comme toujours chez les Russes, mais c'est pas la première fois que Poutine et les Russes déclarent la guerre aux islamistes. Ça les concerne en priorité avec le Caucase et Daesh. Donc la Russie, l'aviation russe de Poutine a commencé à bombarder Daesh. C'est officiel, et là on a vu le crash de cet avion russe au Sinaï. Donc le Sinaï, cette région Égypte, Mésopotamie, Moyen-Orient, donc on est toujours sur ce Moyen-Orient, cette zone de conflit, cet arc de crise, comme dit Boniface, comme le disent tous les géopoliticiens, cet arc de crise voilà, moyen-oriental qui va de l'Égypte à tout le Moyen-Orient, le proche, le Moyen-Orient et puis le grand Moyen-Orient. Et voilà, véritablement, voilà, c'est tout. Le crash de l'avion russe dans le Sinaï, Daesh revendique l'attentat terroriste, puisqu'il s'estime être en guerre contre la Russie de Poutine, puisque la Russie de Poutine les bombarde, évidemment. Bon, c'est normal de toute manière, hein. Ils répondent du berger à la bergère. Poutine les bombarde avec son aviation, et ben Daesh commet des attentats terroristes contre l'aviation russe. Mais Poutine agit sur ses intérêts, lui. C'est pas au nom des droits de l'homme, etc. Il agit au nom de ses intérêts. Les intérêts de la Russie et du peuple russe, c'est l'éradication du terrorisme et de l'islamisme dans la région qui déstabilise bien évidemment à terme la Russie. Donc voilà, c'est tout. Le crash de l'avion russe dans le Sinaï, Daesh en guerre contre Poutine. Donc Daesh qui déclare la guerre contre Poutine, ça va permettre de constituer une grande coalition mondiale contre Daesh, dont les Russes sont indispensables bien évidemment, hein, quoi qu'on pense des Russes et de leur président Poutine. Ça sera inévitable et indispensable. Autre petit sujet, le Venezuela. Alors là, oui, j'ai remarqué qu'on voit grandir et s'épaissir une opposition soi-disant démocratique, là aussi type révolution colorée, une opposition, une révolte des jeunes, des bobos, des étudiants, en fait, qui serait en fait une opposition atlantiste et mondialiste, anti-Venezuela, pour déstabiliser le gouvernement officiel et le pouvoir gouvernemental du successeur de Chavez, Hugo Chavez, qui était Nicolas Maduro. Hein. Je sais pas dire le nom du parti de Chavez, le nom de n'importe quoi, mais bon, je connais Maduro bien évidemment, c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup en tant que successeur, héritier un peu moins charismatique, un peu moins important que Hugo Chavez, mais Nicolas Maduro est quand même s'inscrit dans la ligne de l'héritage de ce qu'on appelle le bolivarisme, hein, la révolution bolivarienne, le bolivarisme, c'est-à-dire le tiers-mondisme à la sauce Chavez, hein, la révolution bolivarienne. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus parce que ça dure en fait depuis l'élection de Maduro. Ça fait depuis l'élection de Maduro à la tête du Venezuela, puisqu'il avait été élu démocratiquement à la tête du Venezuela c'était quand déjà? C'était en... il avait été élu à la tête Maduro avait été élu à la tête du Venezuela à la mort de Chavez. Il avait gagné les élections démocratiques, c'était en mars ou avril 2013, c'était un peu avant l'été 2013, donc ça fait... Alors je salue, ça fait 2 ans et demi de la mort de Chavez,
Comandante, comme il se faisait appeler par son peuple, parce qu'il était très aimé de son peuple et de sa nation bien évidemment. Salut au Comandante, et bon bah Maduro, Nicolas Maduro, en héritier, en continuateur de l'œuvre de Chavez, en héritier du bolivarisme, de l'anti-impérialisme et du tiers-mondisme en Amérique latine, ouais, il n'est pas très à la hauteur, faut bien le reconnaître. Moi je le soutiens, puisque faute de mieux, hein, comme on dit toujours, la politique c'est la... Enfin, c'est pas la politique du pire, mais c'est faute de mieux, on prend ce qu'il y a de mieux, donc c'est ça la politique, c'est jamais la perfection, c'est on prend ce qu'il y a de mieux et on évite le pire. Maduro bien évidemment est, bien sûr, selon ma vision du monde, mes idées de patriote, de souverainiste, d'antimondialiste, de tiers-mondiste et de quelqu'un en tant que Français qui a une volonté, d'ailleurs ce qui est une volonté très gaulliste, hein, très gaullienne, de créer un front, je dirais multipolaire, anti-impérialiste, donc un monde multipolaire de résistance à l'impérialisme américain et autres, bon, je dis l'impérialisme mais surtout américain. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, la contestation sociale gronde et monte au Venezuela, la contestation sociale et économique notamment, encore une fois, hein, j'ai dit atlantiste et mondialiste parce qu'on voit que derrière c'est toujours financé par l'argent américain, qu'en gros les diplomates et les hauts responsables américains reconnaissent toujours plus ou moins qu'ils sont derrière ces déstabilisations au Venezuela, ces déstabilisations de jeunes. Donc là on voit que c'est type révolution colorée, alors c'est pas vraiment une révolution colorée parce que en Amérique latine il y a moins cette tradition des révolutions colorées. Il y a plus en revanche la tradition de l'éviction de leaders anti-impérialistes et tiers-mondistes par des coups d'état militaires directement réalisés par la CIA. On se souvient de l'opération, par exemple, bon, en Argentine avec Videla, ou surtout la junte militaire, les généraux Pinochet au Chili, hein, la junte militaire de Pinochet au Chili qui avait chassé véritablement le président socialiste, tiers-mondiste et anti-impérialiste, donc anti-américain, pour le dire clair, clairement, qui était Allende, Salvador Allende, qui était d'ailleurs un 11 septembre 1973. Le 11 septembre, c'est pas seulement le jour funeste des Twin Towers et des attentats terroristes djihadistes en Amérique, c'est aussi le 11 septembre 1973, c'est aussi le jour de l'éviction et du châtiment de l'insoumis Allende, de l'anti-impérialiste Allende, voilà, par l'oligarchie américaine et la CIA. Bon, je ne reviendrai pas plus, hein, donc voilà. Donc il y a moins cette tradition des révolutions colorées qui sont plutôt des traditions liées à la révolution colorée, donc les révolutions, comme je l'ai dit, plutôt liées à l'effondrement de l'URSS, de l'Union soviétique et des révolutions qui ont eu lieu autour de l'ex-glacis soviétique pour déstabiliser notamment la Russie de Poutine, et la Russie de Poutine qui redevenait une grande puissance régionale. Donc la révolution colorée, c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec la déstabilisation des... bon, il y a les printemps arabes, mais les printemps arabes c'est encore différent, mais la révolution colorée, véritablement, le jasmin, machin, la révolution des roses, tous ces petits noms là, la révolution colorée, c'est véritablement la déstabilisation de l'Europe de l'Est, quoi, pour empêcher le retour de la grande puissance russe et pour intégrer dans une grande Union européenne libérale, atlantiste et mondialiste les ex-pays de l'Union soviétique, donc les pays baltes, la Pologne, l'Ukraine, voilà, les pays de l'Est, qui sont très anti-russes, ce qu'on peut comprendre par le passé et la domination totalitaire de l'Union soviétique, mais moi ça ne me concerne pas, je ne suis pas un patriote de l'Est, je suis en tant que Français, et en tant que Français, il y a une volonté de constituer un front multipolaire, un monde multipolaire et de résistance donc multipolaire à l'impérialisme américain et à l'unilatéralisme et à l'unipolarité américaine, l'impérialisme américain. Donc voilà, moi, en tant que Français, je soutiens bien évidemment Maduro qui, bon, je le répète, n'est pas à la hauteur de son prédécesseur Hugo Chavez. Bon, pas vraiment un héritier du bolivarisme. Leader tiers-mondiste, on l'a vu, hein, il y a des trucs positifs, on l'a vu à l'ONU déclarer la guerre un peu aux Américains, à la finance internationale et justement aux déstabilisations provoquées de l'extérieur par les Américains, mais véritablement il y a tout de même je finirai là-dessus sur le cas du Venezuela et de Maduro. Maduro n'est pas à la hauteur de Chavez, du Comandante, il n'a pas le charisme et l'étoffe pour assumer l'héritage de Chavez et du bolivarisme, de la révolution bolivarienne, qui est, je le répète, le tiers-mondisme et l'anti-impérialisme à la sauce vénézuélienne. Bon, c'est un leader nationaliste de gauche, donc c'est positif, hein. Il fait l'alliance du nationalisme et du socialisme, hein, de thématiques socialistes, anticapitalistes et du nationalisme, c'est-à-dire de la résistance des nations libres au mondialisme et à l'impérialisme américain. Donc, nationaliste de gauche, bolivarien à ses heures, et un peu tiers-mondiste et anti-impérialiste, mais bon, il n'a pas l'étoffe, il n'a pas le charisme, hein, malgré certaines saillies,
certaines choses intéressantes que j'ai pu voir chez Nicolas Maduro, mais voilà. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que derrière là aussi, on savait, il y a toujours un terreau économique et social. Il y a derrière les réelles difficultés du Venezuela, chômage, précarité, chômage des jeunes, dette, hausse des prix, inflation, pauvreté, voilà, inégalité socio-économique, déficit. Il y a une opposition de jeunes étudiants, sans doute manipulés à dessein et peut-être même consciente par l'oligarchie mondialiste. Donc, intéressons-nous à ça. Le Venezuela, une opposition atlantiste et mondialiste face au gouvernement de Chavez, enfin le gouvernement de l'héritier de Chavez, de Maduro, qui tient et qui fait front. Donc soutenons la résistance à l'impérialisme partout dans le monde, soutenons le tiers-mondisme, soutenons le monde multipolaire et soutenons les nations libres face au nouvel ordre mondial et à l'oligarchie mondialiste, bien évidemment. Donc soutien total au Venezuela de Chavez puis de Maduro. Autre sujet, et d'ailleurs je vais finir là-dessus, ce sera peut-être une partie un peu moins longue, une vidéo un peu moins longue, enfin. Le conflit israélo-palestinien. Alors d'abord, j'aurai deux trucs là-dessus. Le conflit israélo-palestinien, va-t-on vers une troisième intifada? Alors ça c'est intéressant, on a vu ça au mois d'octobre, je crois que ça s'est déclaré au mois d'octobre et ça a continué, de très violents heurts donc qui relancent le conflit israélo-palestinien, et certains s'interrogent, est-ce qu'on va vers une troisième intifada? Intifada, donc les intifadas, vous savez, c'est ce mot arabe, donc ce mot arabe employé par les Palestiniens dans les années 80, 90 et 2000, c'est-à-dire lancer de pierre, hein, donc c'est la révolte du peuple palestinien contre l'oppression d'Israël avec voilà, une connotation très sociale, très populaire, et voilà, c'est des Palestiniens qui balançaient des pierres aux chars israéliens et l'artillerie israélienne, donc voilà d'où vient le mot intifada, donc c'est un mot de résistance, de rébellion, d'insoumission face à une occupation militaire et politique inique et illégitime, et une occupation d'ailleurs territoriale. Hein. On parle de territoire occupé, certains parlent de territoire disputé, c'est plutôt des territoires occupés bien évidemment. Ouais. Je suis objectif, moi encore une fois, je ne suis pas du tout, je suis pro-palestinien, moi, à mes heures, pas plus que ça, je suis surtout pro-français, et seulement pro-français. C'est pour ça qu'il y a le drapeau tricolore bien évidemment, toujours. Je le mettrai peut-être pas toujours, mais là j'ai décidé de le mettre avec les attentats terroristes et avec le regain du patriotisme français, j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc bref, moi ma seule cause c'est la France, et c'est la grandeur de la France, et voilà, de la France. Mais bon, je soutiens bien évidemment, c'est comme pour le Venezuela de Chavez et de Maduro, je soutiens dans le monde toutes les résistances à l'impérialisme, au mondialisme, au nouvel ordre mondial, et dont Israël bon, est un des cadres, comme certains en parlent bien, même si moi je ne focalise pas sur Israël, parce que je ne suis ni antisémite ni israélophobe, je m'en moque pas mal. Je ne focalise pas sur le problème israélien, comme certains à l'extrême droite, ou d'ailleurs à l'extrême gauche, parce qu'il y a des très violentes critiques à l'extrême droite et à l'extrême gauche de Israël. Moi je ne focalise pas mon attention, je ne suis pas monodéterministe, je ne focalise pas mon attention sur ce pays. Bon, je constate comme tout le monde la violence, voilà. Et l'injustice. Mais voilà, une troisième intifada s'est déclarée en Israël ou en Palestine, c'est selon le territoire occupé, donc on va dire en Israël. Et donc, de l'huile sur le feu à nouveau pour relancer, non pas le processus de paix, mais le processus de guerre, bien évidemment, dans le conflit israélo-palestinien, qui, je le rappelle, est le plus vieux conflit du monde, hein, donc, le plus vieux conflit du monde depuis 1948. Le plus vieux conflit du monde contemporain, bien évidemment. Hein. Puisqu'il dure depuis 1948 et il n'est pas résolu depuis 1948, donc depuis plus de 65 ans. Et véritablement, vers une troisième intifada, donc la première intifada c'était je crois en 1987 ou 88, la deuxième intifada c'était au début des années 2000, et là on aurait une troisième intifada. On a déjà eu des violences de l'État d'Israël l'année dernière, ou il y a 2 ans, enfin un peu chaque année d'ailleurs, contre la Palestine, contre Gaza. Bon, quand on dit Palestine aujourd'hui c'est Gaza, on identifie les deux. Bien évidemment. Donc moi je suis pas spécialiste, je suis pas allé là-bas, je ne suis pas envoyé spécial, je ne connais pas plus que ça la question. Je parle avec des gens qui soutiennent notamment la cause palestinienne, et d'ailleurs avec certains aussi qui soutiennent la cause israélienne. C'est intéressant d'avoir les deux visions opposées, puisque voilà, il ne faut pas nier, chacun ses représentations. Le conflit israélo-palestinien, ne l'oublions jamais, est un conflit très complexe, à la fois religieux, culturel, ethnique, politique, national, pour une terre, pour une nation, pour un État. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir les deux points de vue israéliens et palestiniens sur le conflit, sur la question, qui s'opposent, mais de faire une synthèse, d'avoir une vision globale. Et véritablement, mais est-ce qu'une troisième intifada s'est déclarée? Donc le conflit a repris, avec des heurts, des violences, hein, des Palestiniens qui donnent le coup de couteau, qui assassinent avec un couteau des militaires israéliens. Donc là, souvent on voit d'ailleurs que
Ce sont les civils palestiniens s'attaquent et tuent des militaires israéliens, mais en représailles, de ces meurtres, hein, condamnés bien évidemment. Les militaires israéliens tuent des civils palestiniens. Il y a toujours d'ailleurs 10 fois plus ou 20 fois plus de Palestiniens tués que d'Israéliens. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris où est le rapport de force, hein, où, bien évidemment, voilà, on ne peut que soutenir tout de même la revendication et la protestation légitime du peuple palestinien à son indépendance, à sa libération nationale et territoriale. Parce que pour qu'une nation existe, il faut qu'il y ait un territoire avec des frontières, sinon c'est une abstraction, c'est une cause vaine, je dirais une cause vaine bien évidemment. Donc son indépendance, sa libération nationale et territoriale, son autonomie, sa reconnaissance internationale aussi comme un peuple, comme une nation libre et voilà, légitime. Et Israël, bien évidemment, ne l'entend pas comme ça. Donc, bon, après, je reviendrai sur Netanyahou, hein, dans la dernière partie, je pense, sur le tournant droitier de Netanyahou, le tournant extrême droitier de Netanyahou, Lieberman, leurs ministres, le gouvernement israélien, le Likoud et plus généralement l'État, au-delà du gouvernement et du pouvoir israélien, la droitisation et l'extrême droitisation de l'État d'Israël sur une thématique nationaliste et religieuse, c'est-à-dire de la Torah véritablement, puisque la Torah est la constitution en vérité officielle et officieuse, c'est-à-dire cachée de l'État d'Israël, puisque ce pays n'a pas de constitution. Ce qui est d'ailleurs assez dangereux parce qu'on prétend que c'est un pays démocratique, mais un pays démocratique sans constitution, ou qui a pour constitution un texte sacré, un texte religieux, c'est vraiment un pays démocratique, et c'est pas vraiment un pays laïque. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais j'en parlerai après parce que j'ai parlé de Netanyahou dans ma dernière partie. Je vais pas aborder là Netanyahou, là je vais rester sur le conflit israélo-palestinien. Donc je parlerai après de la droitisation et de l'extrême droitisation de l'État d'Israël et au sens même de l'opinion publique des Israéliens en général, qui sont de plus en plus nationalistes, religieux et anti-arabes et racialistes et suprémacistes, disons-le clairement. C'est pas un gros mot, je pense que pour eux ça leur colle bien, ça leur colle à la peau, et ça dit ce que ça dit d'eux. Hein, voilà. Et voilà, donc vers une troisième intifada, bon, l'intifada, oui, puisque on a vu l'insurrection du peuple palestinien, le soutien de Mahmoud Abbas, bon, le soutien feutré, toujours Mahmoud Abbas qui est assez ondoyant, on ne sait pas trop pour qui il bosse, on ne sait pas trop il est vraiment le représentant de la cause et des intérêts du peuple palestinien et de la Palestine face à l'agression odieuse et bon, l'occupation d'Israël en Palestine. Mahmoud Abbas, voilà, qui augmente donc l'autorité palestinienne, l'État palestinien qui n'existe pas, ce qui est assez drôle, à l'ONU, mais voilà, véritablement... vers une troisième intifada, je sais pas, vers un conflit larvé, oui, un retour du conflit, oui, puisqu'il y a des meurtres, des assassinats, je vous l'ai dit, hein, des attentats au couteau, des représailles à l'arme lourde. On a vu aussi des trucs assez terribles, abjects, des profanations de mosquées de la part d'Israéliens et je crois aussi de synagogues de la part de Palestiniens, des attentats, ça y est, kamikazes et terroristes, donc là, à nouveau, les attentats kamikazes et terroristes de Palestiniens, de militants palestiniens, qui appartiennent au Hamas ou pas d'ailleurs, donc la branche religieuse et radicale, ou qui sont des laïcs mais des militants de la cause et de l'indépendance nationale palestinienne, se faire sauter, se faire exploser avec des dynamites, des explosifs dans des synagogues ou sur la place de Jérusalem, donc c'est important, c'est grave, c'est grave. Bon, moi j'y suis pas, donc c'est pas vraiment ce qui se passe, mais le conflit est tout de même couvert par les médias occidentaux et on en parle quand même beaucoup. Pas forcément avec une grande neutralité, une grande objectivité sur le conflit, mais ça c'est autre chose. J'y reviendrai pas. Mais c'est sûr, voilà. Donc après je parlais plus pour finir sur le conflit, je vais m'interroger sur le conflit israélo-palestinien. Ce conflit israélo-palestinien qui historiquement a été un conflit d'indépendance nationale entre deux peuples qui voulaient la même terre, est-ce que ce ne serait pas devenu au cours du temps, depuis notamment une dizaine d'années, depuis les années 2000, une guerre de religion entre des islamistes et des juifs orthodoxes, le Hamas d'un côté et les juifs orthodoxes, Netanyahou de l'autre. Ça je vais m'interroger, mais bon voilà, avant de m'interroger sur ça véritablement, donc je rappelle voilà, ce qu'est l'intifada, hein, donc l'intifada c'est le jet de pierre, c'est l'opposition on va dire du peuple palestinien, l'opposition on va dire légère, à coups de pierre et de bâton quoi, donc c'est pas des armes très violentes, c'est pour ça que quand les Israéliens nous font pleurer sur les méchants palestiniens, le méchant peuple palestinien, les méchants terroristes et islamistes palestiniens, les gars bon, des fois avec un couteau c'est violent, mais ils ont rien d'autre que des couteaux, des pierres et des bâtons. Des couteaux, des pierres et des bâtons, alors qu'en face, les Israéliens ont des chars, des mitraillettes, de l'artillerie et des armes, hein, de l'arme lourde, quoi. D'ailleurs, on se demande qui leur livre, bon, voilà. J'ai ma petite idée sur la question, mais voilà. Donc un conflit larvé, de très grandes violences entre Israéliens et Palestiniens, notamment dans la bande de Gaza, je vais y revenir, vers une troisième intifada, oui, en fait, vers un conflit ouvert et larvé,
vers un renouveau de cette guerre et de ce conflit, bien évidemment, entre ces deux peuples, mais est-ce qu'on peut parler d'intifada? Ça, je laisserai les spécialistes en parler. Moi, je suis personnellement pas spécialiste, donc voilà. Donc, entre Israël et la Palestine vers une troisième intifada, en tout cas, si, ça n'amène rien de bon, puisque les dernières intifadas avaient fait beaucoup de morts et ça avait duré assez longtemps, donc à voir. Et je vais finir cette vidéo, donc là aussi on va finir sous la barre de la demi-heure, ce qui est appréciable. Le conflit israélo-palestinien, une guerre de religion, point d'interrogation. Donc là je m'interroge, oui, entre, d'un côté, est-ce que le conflit israélo-palestinien, qui était historiquement un conflit purement politique, assez laïque même, des deux côtés, hein, des côtés israéliens et palestiniens, un conflit assez laïque, assez donc national et politique, sur des bases de territoire, de nations, d'États et de peuples, depuis l'opposition, voilà, depuis les années, depuis le début de ce conflit en 48 et depuis les années 60-70, depuis qu'il y a une reconnaissance de la cause et du peuple palestinien, puisqu'avant les conflits entre Israël et ses voisins, c'est plutôt un conflit israélo-arabe, entre l'État d'Israël et les pays arabes, puis dans les années 60-70, avec l'émergence d'un leader charismatique comme Yasser Arafat, l'émergence du leader charismatique Yasser Arafat, donc du leader nationaliste palestinien à la tête de l'OLP, de l'Organisation de Libération de la Palestine, et de sa branche armée qui était le Fatah, donc l'OLP, le Fatah, donc l'Organisation de Libération de la Palestine, qui était sur des bases plutôt nationales et nationalistes, voilà. Et laïques, même laïques, hein. Arafat était un laïque. Il était surtout un arabe avant d'être musulman, je dirais, bien qu'il était aussi musulman, il le revendiquait, mais ça faisait partie de son identité, je dirais, ethnico-culturelle et religieuse. Mais là on voit, est-ce que le conflit israélo-palestinien n'est-il pas en train de virer à la guerre de religion véritablement? Ouais, la guerre de religion, depuis moi je dirais une décennie, hein, j'ai l'impression. À la guerre de religion, puisque entre d'un côté des musulmans radicaux, des islamistes du Hamas, les islamistes du Hamas, donc des musulmans radicaux, et de l'autre les juifs orthodoxes qui soutiennent la cause sioniste israélienne et même les colonies israéliennes en Palestine. Donc là, il n'y aura pas de processus de paix, c'est pas pour demain, hein. Donc voilà, j'ai abordé moi je me demande si le conflit, puisque le conflit se radicalise de plus en plus, et le conflit se radicalise sur des critères ethnico-religieux des deux côtés, hein. Donc des juifs ultra-orthodoxes du côté israélien et du côté sioniste, et des islamistes radicaux, donc des islamistes radicaux du côté du Hamas, qui est bien implanté à Gaza et qui soutient la cause de la cause palestinienne, notamment la cause de Gaza, hein, donc cette enclave en Palestine soi-disant occupée, quoi. Donc voilà, rien de plus à ajouter sur cette... peut-être finir sur ça, voilà. Donc ouais, véritablement... ouais, donc on va finir sur ça. Donc après le conflit, m'être interrogé sur est-ce que le conflit israélo-palestinien, est-ce qu'il y a une troisième intifada, une nouvelle intifada de l'insurrection du peuple palestinien contre l'occupation de l'armée israélienne, est-ce que ce conflit israélo-palestinien ne tournerait pas à la guerre de religion entre musulmans et juifs? Enfin, moi c'est pas moi qui l'appelle, puisque je sais très bien, on me le rappelle souvent, qu'avant la création de l'État d'Israël, il y a 60 ans, depuis des millénaires, les juifs et les musulmans vivaient en bonne intelligence dans cette région du monde, qui s'appelait d'ailleurs pas la Palestine, mais moi c'est très bien qu'on me raconte ça, que les juifs et les musulmans ont vécu pendant des siècles et même des millénaires ensemble, pacifiquement, une coexistence pacifique religieuse entre juifs et musulmans. Moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, la guerre, le conflit israélo-palestinien se radicalise de plus en plus sur des critères ethnico-religieux, donc à la fois de race et de religion, et devient une guerre de religion, un affrontement entre deux camps religieux. Deux religieux même, hein, deux religieux, les juifs ultra-orthodoxes et les islamistes. Donc j'ai rien de plus à dire sur ça fait quasiment une demi-heure qu'on se parle, donc on va s'arrêter là pour la quatrième partie. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le conflit israélo-palestinien que je traitais en une douzaine, 12-13 minutes, donc voilà. Un conflit qui couvre au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens, et derrière le conflit israélo-palestinien qui était historiquement la lutte légitime et compréhensible de deux peuples, et donc pour une indépendance nationale et territoriale, un conflit qui est de moins en moins territorial et politique, sur des bases nationales, mais un conflit qui est de plus en plus sur des bases ethnico-religieuses. Un conflit de religion. C'est pour ça que je dis une guerre de religion, un conflit religieux ou une guerre de religion. Guerre de religion, je sais que c'est fort, ça renvoie aux guerres de religion entre protestants et catholiques, donc en Europe, notamment en France, avant Henri IV, ça renvoie aux guerres de religion entre protestants et catholiques
aux affrontements très forts entre protestants et catholiques au XVIIe siècle, mais j'ai conscience du mot et de la force de ce concept, mais je parle de guerre de religion. Entre des ultras et des radicaux des deux côtés, les islamistes du Hamas d'un côté, pour le côté palestinien et Gaza, et les juifs ultra-orthodoxes pour la cause sioniste et israélienne. Je ne dis pas que les deux combats sont aussi légitimes, hein, je ne donnerai pas mon avis là-dessus, puisque je suis ni juif ni musulman, ni israélien ni palestinien, mais voilà, un conflit qui se polarise autour du religieux, islamiste contre ultra-orthodoxe. Donc c'est fini pour cette 4ème partie, donc c'est fini. J'ai réussi à tenir moins d'une demi-heure. On se retrouve tout de suite pour la continuation, suite et fin de l'entretien commentaire d'actualité de l'automne 2015, partie internationale, dernière partie donc, 5ème partie. A tout de suite, salut à tous.